Alors, à partir d'aujourd'hui, on va faire une revue de presse. Ça n'exclura pas d'éventuelles autres vidéos, mais donc voilà, je vais vous faire une revue de presse. Alors, on va essayer hebdomadaire, ce sera peut-être toutes les 2 semaines, on verra. Dont les objectifs seront de vous proposer des lectures et des reportages audio et vidéo peu connus ou qui mériteraient d'être connus, venant soit de médias accessibles, papier, ou de radio, ou de télévision. Pas souvent de télévision, à mon avis, ça dépendra un petit peu des récoltes faites pas aussi par mes partenaires. Puisque l'idée, c'est aussi de proposer à toutes et tous de m'envoyer ce que vous estimez utile ou nécessaire et en même temps peu connu ou méconnu, en évitant les médias les plus classiques parce que eux, ils ont déjà de toute façon pignon sur rue, sauf si le reportage est particulièrement pertinent. Comme j'ai pas le temps de lire, visionner ou écouter, de critiquer tout, je vous propose de m'envoyer un compte-rendu de 5 à 10 lignes de l'objet que vous vous proposez et que je lirai. Je compte sur vous pour faire le travail critique de vérification, de croisement des informations parce que j'aurai pas le temps de le faire moi-même. Alors si je connais les personnes qui m'envoient, ça dépendra évidemment de ma confiance en ces personnes. Si je ne les connais pas, je me réserve évidemment le droit de remettre en question un compte-rendu insuffisant ou bien un objet d'article que j'estime sortir de la ligne. Alors la ligne, elle n'est pas précise, mais il s'agit de sortir des clous, évidemment d'être de gauche, avec une base anticapitaliste. Un respect du droit international quand ce droit international n'est pas le droit du plus fort. Évidemment, la paix, la justice sociale font partie, et la justice en général font partie des valeurs de cette revue de presse. Le moins possible d'articles ad hominem, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt de s'acharner sur Sarkozy ou sur Georges-Louis Boucher. Ça leur fait de la publicité. Et de toute façon, le destin du monde n'est pas lié à des individus, mais à des mouvements, à de vastes mouvements. Et il ne s'agit pas de nous attarder à ces têtes. Ça n'a aucun intérêt. Point important aussi, il n'est pas nécessaire que l'information soit récente par contre. Je me permettrai cependant de remettre en question une information qui serait si fraîche qu'elle n'aura pas pu être vérifiée. Je préfère de loin, et je crois qu'on devrait tous le faire, des reportages de longue haleine à des infos fraîches du jour. Préférons pour faire une fois une petite pointe ad hominem, le modèle journalistique de Jack London à celui de Jean Quatremer. Alors, il y aurait une constante dans cette revue de presse, c'est le monde diplomatique. Je vous expliquerai pourquoi. Et on parlera aussi notamment d'un des blogs aujourd'hui du monde diplomatique, c'est La Pompe à Finances de Frédéric Lordon. Je vous parlerai aussi des bonnes nouvelles de Olivier Bonfons. Je vous parlerai également d'une chronique américaine et aussi d'un site d'info alternatif français. Je vais essayer de me limiter le plus possible dans la quantité d'objets différents pour éviter de faire une trop longue revue de presse. Une constante probable, c'est le Monde Diplo, dont voici le site. Alors le Monde Diplomatique, c'est un journal qui est déjà assez ancien, donc journal papier, qui pour moi est vraiment pas cher. Il y a moyen de s'abonner aussi sur Internet et d'avoir donc le journal en ligne, puisque ce qui est accessible sur le site, c'est généralement des petites parties d'articles. Sauf pour les blogs, justement, le blog de Frédéric Lordon, on va voir qu'il est en accès libre. Ce mois-ci, le mois de juin 2025, on a un article de Simon Arambourou qui est très structuré pour répondre au désir de passer de la retraite par répartition à la retraite par capitalisation, et donc qui est vraiment très utile pour combattre cette vieille antienne du libéralisme qui rêve de s'emparer des centaines de milliards de fonds possibles qui, mis à disposition des traders, permettrait d'alimenter encore un peu plus les différentes bulles de la spéculation. Donc cet article a le mérite de montrer, surtout pour la France, mais en partie généralisable, la catastrophe que serait un régime de pension par capitalisation. Émile Boutelier et Coppelia Menardi proposent un long article sur les dangers d'une possible pandémie liée aux champignons et principalement provoquée par certains pans de la mondialisation de l'agriculture. Voilà, la prochaine pandémie viendra-t-elle des champignons? Voilà. Et cette pandémie potentielle liée aux champignons est liée évidemment à la mondialisation de l'agriculture, ici en particulier de l'horticulture, mais on peut faire le lien évidemment avec l'ensemble de l'agriculture. Et avec le fait que les pesticides qu'on utilise sont généralement de plus en plus liés aux moyens médicaux qui sont utilisés pour combattre les maladies liées par exemple ici aux champignons. Or, si on l'utilise de manière massive dans les pesticides, des molécules qu'on utilise en médecine, le problème c'est que les champignons et autres parasites pour notre corps finissent par devenir résistants à ces anticorps, comme cela arrive de plus en plus notamment avec les antibiotiques par exemple. Nous sommes en train de perdre des batailles médicales du fait de notre propension à vouloir avoir une agriculture de plus en plus performante. Le Monde Diplo, c'est aussi un journal qui a choisi son camp, c'est celui de la paix et du droit, comme vous voyez ici, du droit international.
C'est sur cette ligne que, comme très souvent ces articles sur le Proche-Orient se dirigent, on trouve dans le numéro de ce mois-ci 3 articles signés Insaf Rezaghi, Gilbert Achkar et Hicham Alaoui. Je vous conseille en particulier l'article de ce dernier qui fait un véritable panorama de la situation des différents pays de la région, mais tous les 3 sont excellents, hein, mais celui-là est particulièrement intéressant de manière froide et raisonnée. Parfois, il faut malheureusement le redevenir. Ce mois-ci aussi, le journal éclaire un peu plus la situation tendue entre l'Inde et le Pakistan sur la frontière du Cachemire, qui mérite malheureusement qu'on s'y attarde aussi. Histoire de bien nous inquiéter encore quant à notre historique allié américain, je vous invite à lire l'article de Didier Ortolan sur le canal de Panama et celui de Martin Barnet sur les universités états-uniennes qui sont au bord de la soumission au pouvoir et à la perte totale de la liberté d'expression. La livraison mensuelle couvre également plusieurs pans de l'histoire des femmes, notamment dans le cadre des banques centrales, mais aussi au Soudan. On a aussi plusieurs articles sur la guerre en Ukraine d'un point de vue assez inhabituel. Sur le plan social, il vaut encore la peine de rappeler les articles de Benoît Bréville sur les influenceurs et les influenceuses et de Maëlle Mariette sur l'enseignement professionnel. 2 articles qu'on pourrait facilement étendre sur la Belgique. Alors quant aux vétérans Halimi et Rimbert, qui sont les 2 derniers, sauf erreur, directeurs de la publication, avant Bréville, ils se concentrent ce mois-ci sur le poids des médias d'extrême droite en France. Un autre extrait du Monde diplomatique, mais que l'on ne trouve que sur le site, donc comme je vous l'avais dit, c'est un texte d'un vieil habitué de la contestation de ce monde libéral, Frédéric Lordon. Voilà, donc ça c'est le texte qui m'a été conseillé par mon ami Viva la Vida, Le sionisme et son destin de Frédéric Lordon. Le premier dit « Le sionisme n'aurait jamais pu gagner sans l'Holocauste ». Le second ajoute « Netanyahou, il a fait un peu exprès de laisser faire pour reconquérir Gaza ». Qui sont-ils? Où s'expriment-ils? Combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'ils ne soient injuriés dans tous les médias, convoqués par la police et gardés à vue? Eh bien, il s'agit respectivement de Daniel Cohn-Bendit et de Luc Ferry. Ça se passe sur LCI, référence, et nous sommes le 19 mai 2025. Quant à la réprobation publique et à la convocation au commissariat, nous attendons encore. Ainsi va la tectonique des plaques. L'ahurissant retournement de veste qui s'opère sous nos yeux et l'auto-blanchiment collectif à sa suite resteront comme un cas d'école dans l'histoire de la propagande. Un retournement venu de la région la plus hypocrite du bloc propagandiste, les humanistes, entre guillemets. Orviller, Sfar, Sinclair, célébrés pour leur grande conscience, qui s'étaient parfaitement accommodés de 18 mois de massacre de masse, avaient traîné dans la boue ceux qui, ayant vu juste du tout début, ont pris tous les risques symboliques, juridiques, physiques même, pour hurler contre le crime génocidaire et contre l'ignoble assimilation de tout soutien à la Palestine de l'antisémitisme. Les intouchables ayant donné le signal, la masse des négateurs s'est mimétiquement ébranlée, faisant mine d'ouvrir les yeux, mieux prétendant les avoir toujours eu verts. Mais comment les humanistes ont-ils fini par se décider, non par un mouvement de conscience universelle, mais pour protéger une série d'intérêts, à commencer par les leurs propres symboliques et réputationnels, trop menacés de persister ainsi à la remorque d'un crime qui passe toutes les bornes. Ceux du projet sioniste ensuite, dont il faut impérativement tenter de maintenir à flot les créances politiques et morales en plein naufrage, précisément en incarnant le visage humaniste. Et voici néanmoins l'os mis à nu. La question du sionisme, l'axiome qu'il fallait préserver à tout prix, que ce soit par la silenciation ou bien par la contrition, mais qui maintient l'essentiel. Le lieu où, pendant le grand retournement, la répression continue. Socialistes et écologistes, rangés dès le 7 octobre dans le camp colonial, négateurs de 77 ans d'occupation, censeurs de toutes les voix qui tentaient de faire entendre la cause palestinienne, mutiques au massacre tant que l'autorisation de parler n'avait pas été donnée, socialistes et écologistes votent il y a un mois l'infâme loi de censure universitaire, qui reconduit l'égalité de l'antisionisme et de l'antisémitisme, et pénalise le premier au nom du second. Et ceci, supplément d'aberration, alors même que la catégorie du sionisme est l'unique moyen de ne pas charger indistinctement tous les juifs d'un crime auquel nombre d'entre eux ne se reconnaissent aucune part. De sorte que l'antisionisme n'est pas l'équivalent de l'antisémitisme, il en est l'unique rempart. Il faut bien admettre qu'en ces lieux, la panique européenne est à son comble. Au nom de quoi les auteurs du judéocide pourraient-ils trouver à redire à l'État d'Israël? L'écrasante culpabilité historique compliquée d'une conversion philosémite des plus troubles ont logiquement conduit à un blanc-seing et le message a été reçu. Or voilà, il n'y aura aucun règlement, ni dans la région, ni par un classique effet de retour, ici, à moins de sortir de la misérable euphémisation humanitaire des humanistes et de refaire de la politique, c'est-à-dire de remettre l'indiscutable en discussion. En commençant par savoir quel sens on donne aux mots. On connaît les multiples définitions historiques doctrinales du sionisme et de l'antisionisme. On peut aussi en prendre une vue conceptuelle. Par exemple, en disant ceci: par sionisme, il faut entendre la position politique qui considère que l'installation de l'État d'Israël sur une terre déjà habitée et par expulsion de ses habitants ne pose aucun problème de principe. Antisionisme s'en déduit comme la position politique qui considère, elle, que l'installation de l'État d'Israël en terre de Palestine pose
un problème de principe. Outre sa simplicité, cette définition a pour avantage d'être ouverte, c'est-à-dire de poser un problème dont elle ne présuppose pas la solution. C'est pourquoi seul un grossier mensonge peut donner l'antisionisme pour un projet de jeter les Juifs d'Israël à la mer. En réalité, si indiscutable qu'elle ait semblé après la Shoah, la promesse sioniste de donner aux Juifs pas seulement un État, mais, comme il est coutume de le dire, un État où ils puissent vivre en sûreté, était une fausse évidence dès le départ, en fait même une contradiction dans les termes. Il lui aurait fallu une terra nullius pour ne pas l'être. Du moment que la terre était à un premier occupant, l'État d'Israël pouvait voir le jour, mais il ne connaîtrait pas la sûreté. On ne dépossède pas les gens sans qu'ils ne se battent pour récupérer ce qui leur appartient. Alors, la faillite de l'Occident européen s'est élevée au carré, et le meurtre industriel de masse des Juifs a été réparé par un aménagement politique impossible. Israël, dont Shlomo Sand donne le terrible résumé « Les Européens nous ont vomi sur les Arabes ». Voilà où nous en sommes 77 ans plus tard. Le massacre génocidaire n'est pas un tour à l'encontre pris par les cours des événements, encore moins l'effet d'un dirigeant monstrueux dont il suffirait de se débarrasser, car la vérité est qu'une part effrayante de la société israélienne elle-même est devenue littéralement insane. Un autre titre pour ce texte aurait pu être « À ciel ouvert ». Il y avait Gaza depuis 2005 comme prison à ciel ouvert. Gaza aujourd'hui comme camp de concentration à ciel ouvert. Et puis il y a maintenant des pans entiers de la société israélienne et diasporique comme hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Un psychologue israélien, Yoel Elizur, professeur à la Hebrew University of Jerusalem, a recueilli les témoignages de soldats israéliens déployés à Gaza. Lundi, quand on entre dans Gaza, on est Dieu. Je me sentais comme un nazi. C'est exactement comme si on était les nazis et eux les juifs. De quel vertige n'est-on pas saisi à contempler cette catastrophe totale, psychique, politique et historique? Que n'apprendra-t-on des abominations sadiques qui se sont commises au camp de torture de Jde Taiman quand la vérité sera faite? Que dire de la perversion qui rassemble des affamés à un point de ravitaillement pour leur tirer dessus au canon? Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos de militaires documentant eux-mêmes leurs jouissances massacreuses et de civils hurlant la leur au spectacle du massacre, réclamant au passage qu'on n'oublie pas les enfants. On dira que des déjections de réseaux sociaux, même nombreuses, ne donnent pas une image représentative de la société dans son ensemble. Bien sûr, il y a les autres, soldats moralement effondrés, réservistes qui refusent d'y retourner, opposant de toujours au consensus colonial devenu consensus éradicateur. Eyal Sivan en rappelle les proportions insignifiantes. Un sondage publié dans Haaretz estime à 82% la part des Israéliens qui soutiennent l'expulsion complète des Palestiniens de Gaza, à 65% ceux qui adhèrent au mythe d'Amalek et au commandement de sa destruction. Le corps central de ces sociétés sombre dans la folie pure. Il vient fatalement un moment où les projets politiques de domination livrent leur vérité et révèlent leur vraie nature. Voilà donc tous les caractères fondamentaux du sionisme exposés en pleine lumière à la face du monde. Il est colonial, raciste, mais cela nous le savions déjà, et s'il le faut, génocidaire. Voilà ce que nous savons maintenant. Et c'est somme toute logique. Il n'y a pas plus de sionisme à visage humain que de possibilité d'un État sûr pour les Juifs sur une terre conquise par la force. Ici s'ouvre l'alternative historique. Soit la société israélienne persiste dans son mouvement exterminateur déchaîné, mais alors elle périt moralement sur pied et en fait prépare son effondrement terminal. Soit elle réalise que du moment où elle a commis la catastrophe de la Nakba, elle préparait la sienne propre. Et alors, elle aperçoit l'unique possibilité d'une présence juive en terre de Palestine. Un État binational totalement égalitaire, comme souvent, c'est l'utopie apparente qui est le réalisme véritable. Il y a 7 millions de juifs en Israël, ils ne partiront pas. Personne ne le demande. Aucune position antisioniste sérieuse ne le demande. La demande antisioniste est d'une simplicité biblique. L'égalité. L'égalité pour tous les occupants, l'égalité en dignité et en droit, l'égalité du droit au retour pour les réfugiés, l'égalité en tout. On comprendra sans difficulté les niveaux d'angoisse que pareille perspective pourra faire naître chez la plupart des Israéliens ou des Juifs de la diaspora. À plus forte raison de ce que, après la Shoah, il était inévitable que l'angoisse soit la formation affective qui domine la condition juive. Aussi celle qui explique les réactions de violence et de désorientation insensées dès que la solution anxiolytique Israël se trouve mise en question. Il est anormal, anti-humain que le monde entier soit antisémite, explique Eli Chouraki, totalement parti, à un Luc Ferry sidéré. Mais l'intensité des affects ne change rien aux données objectives de la situation. Une terre a été prise à ses occupants, et il n'y a rien, pas même la Shoah qui puisse effacer, encore moins justifier ce fait originel. L'alternative fondamentale demeure. Sauf la fuite en avant massacreuse, le forfait fondateur de l'État d'Israël ne connaîtra aucune résolution que d'égalité. Alors, comme je vous le disais, je vais essayer de vous transmettre quelques bonnes nouvelles, en tout cas une bonne nouvelle par revue de presse, et elle sera souvent liée à la revue de presse de Olivier Bonfons, qui lui fait systématiquement donc une revue de presse
de bonnes nouvelles. Alors ça peut être des bonnes nouvelles sociales, judiciaires, ça peut être des bonnes nouvelles parfois économiques, environnementales. Il y en a plein à chaque fois. Chaque fois qu'Olivier délivre une revue de presse, on a une liste de, alors ça peut parfois être 5, parfois c'est 12, parfois c'est 20 bonnes nouvelles. Vous trouverez donc l'adresse de ces bonnes nouvelles comme toutes les adresses des sites dont je parle dans le descriptif de la vidéo. Alors pour cette fois-ci, j'hésitais à vous présenter 2 nouvelles. Il y en avait une sur l'affront des réservistes en Israël, mais j'ai préféré vous présenter celle-ci qui concerne la calamiteuse privatisation du rail britannique. Le train revient dans le giron public. D'ici 2027, les compagnies ferroviaires anglaises privées vont toutes être renationalisées. La fin de 30 années de privatisation du rail outre-Manche a un impact économique désastreux. Le 25 mai, la South Western Railway, qui relie le sud-ouest de l'Angleterre à Londres, a été la première compagnie reprise par l'État britannique depuis l'arrivée au pouvoir en juillet dernier du gouvernement de Keir Starmer. En effet, les travaillistes avaient fait de la renationalisation des chemins de fer une promesse de campagne et n'ont pas tardé à passer à l'acte. Alors en fait, Olivier ne met que le début ici de l'article. Alors c'est pas toujours ce qu'il fait. Parfois il met des articles en entier, mais ici c'est le début d'un article et puis il leur envoie à la revue en question qui a publié l'article, c'est-à-dire ici Alternative économique. Je ne vais pas vous lire tout l'article, mais donc il suffit d'aller sur ce site qui était évidemment lui à abonnement, alors que la newsletter d'Olivier, elle est gratuite, donc vous pouvez vous inscrire ici à la newsletter d'Olivier et vous recevrez toutes les bonnes nouvelles qu'il publie, alors plus ou moins régulièrement, hein, c'est en fonction de ses récoltes, donc c'est pas toujours précis, en tout cas j'ai pas trouvé de période précise dans ces bonnes nouvelles, mais elles arrivent une bonne dizaine de fois par an, je dirais. Oui, je voulais aussi préciser en commentaire donc au sujet de cette bonne nouvelle, hein, cela fait des dizaines d'années qu'on constatait au Royaume-Uni que la privatisation des chemins de fer ne menait que vers une course au pire, entre augmentation des prix et services de plus en plus désastreux. Évidemment, un exemple, c'est pas une preuve, mais on doit s'attendre à des retours de flamme, hein, tant que l'économie de marché restera à l'affût pour rebondir et réclamer de nouvelles privatisations, surtout chez nous, puisqu'on est dans l'Union européenne, et sous prétexte d'efficacité, de rentabilité, de liberté de marché, d'entrave au commerce, etc. Hein, pour autant, nous avons ici sous les yeux donc l'exemple même d'un pays qui, une fois sorti de l'Union européenne, remet en question un dogme, c'est celui de cette efficacité du marché, dogme duquel donc, tant qu'on restera nous dans les traités de Lisbonne, vous savez que ça c'est un de mes dadas, on pourra pas sortir facilement, c'est-à-dire la privatisation et la mise en concurrence des services publics. Alors, un blog qui est en fait une suite de chroniques de Chris Hedges, de Chris Hedges Reports. Alors Chris Hedges, c'est un journaliste américain qui a pas mal de mérite à nos yeux. Alors comme il a préféré à plusieurs reprises son indépendance d'esprit, il s'est évadé de plusieurs de ses employeurs passés. Il écrit désormais une chronique qui s'appelle The Chris Hedges Report, dans laquelle il prend régulièrement position, par exemple contre l'ingérence états-unienne dans le monde, contre la politique d'expansion d'Israël sur les restes des terres palestiniennes, allant jusqu'à soutenir le mouvement BDS par exemple et de dénoncer le nettoyage ethnique et le génocide programmé par le gouvernement actuel de l'État d'Israël. Il a également pris parti dans le cadre de la question environnementale dès 2014, bien avant l'existence de The Chris Hedges Report, pour la marche populaire sur le climat. Et en 2011, encore bien plus tôt, il avait soutenu Occupy Wall Street. Voilà, vous trouverez ici son article du 19 juin 2025 sur... Alors évidemment c'est en anglais, mais je suppose qu'il doit y avoir des moyens de traduire cela assez facilement, hein. Donc ici cet article fait référence à la guerre qui est lancée vers l'Iran, qui va probablement qui est possiblement malheureusement programmée aux États-Unis, qui emboîterait le pas à Israël vers l'Iran. Et il montre dans cette longue chronique très très référencée, hein, chaque fait est documenté, il montre qu'on va utiliser les mêmes vieilles ficelles qui ont été utilisées pour la guerre en Irak il y a 22 ans, et qu'on va utiliser ces vieilles ficelles pour justifier la guerre en Iran. Les armes de destruction massive, ici c'est carrément la course à l'arme atomique, le fait que le pays en question est un pays consommé par le mal, la liberté et la démocratie sont en jeu. Si on n'agit pas maintenant, l'étape suivante ce sera un beau nuage en forme de champignon. En plus, notre supériorité militaire nous assure la victoire, etc., etc., etc. Bref, c'est toujours les mêmes veilles en tiennent qui ont mené évidemment au chaos que l'on connaît, au fiasco en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, sans parler évidemment de l'Ukraine. Et alors là, Chris Hedges fait partie de ces personnes qui accablent, comme beaucoup d'autres, hein, comme beaucoup de voix libres, qui accablent notamment l'OTAN et les États-Unis comme fauteurs de guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas l'objet de cette chronique-ci. Donc on ne va pas développer ça maintenant, mais donc vous aurez à cœur, si vous connaissez l'anglais,
de vous intéresser donc à ces chroniques qui sont vraiment bien fichues, qui m'ont été signalées par un ami qu'on va appeler ici un Californien à Paris. Enfin, je me permets de vous conseiller donc un site d'information alternatif un peu plus léger. Alors un peu plus léger par rapport à la lourdeur de ce qu'on vient de voir, mais ce site d'information alternatif n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat dans des sujets qui sont parfois très pesants. Alors, Prune Bourbon, c'est un site d'info alternatif, mais c'est aussi un site de franche rigolade, parce que les 4 piliers de ce site sont très marrants. Ils ont commencé il y a 3 ans à peu près. Je pense que c'est à l'occasion des élections de 2022 en France. C'est d'ailleurs la raison sans doute pour laquelle l'une des piliers est Caroline Fiat, l'ancienne députée de la France Insoumise et qui est aide-soignante, sauf erreur, ou qui est infirmière, qui nous partage ses connaissances sur les arcanes de la politique en France. C'est très intéressant. Il y a aussi Ludo Delaherche qui est cuisinier et une bonne partie des scènes viennent de son restaurant dans le Lot. Il est reconnaissable, alors pas sur l'image qui se trouve ici au-dessus, mais il est reconnaissable à sa barbe bleue. Il se teint la barbe en bleu. Et il nous partage aussi des recettes assez extraordinaires, totalement surréalistes même, ainsi que des trucs en cuisine qui sont très intéressants aussi. Ça a l'air d'être un chic type, parfois un peu complètement barge. Par exemple, quand le Paris Saint-Germain a gagné, il a passé pratiquement 2 heures à énerver Caroline qui, elle, je crois, faisait plutôt partie de l'équipe d'en face. Alors, il y a aussi Anne-Marie Ho, qui est journaliste, qui partage aussi des chroniques très pertinentes sur plein de domaines différents. Et enfin, celui peut-être que certains d'entre vous auront reconnu, c'est Bruno Gassio, l'ancien des Guignols de l'info, qui lui nous partage ses compliments, ses diatribes selon son humeur. Et j'avoue que tant qu'il restera dans l'émission, j'aurai vraiment l'impression d'être représenté parce que c'est quelqu'un avec qui je crois que je m'entendrai vachement bien. Il participe depuis son havre grec puisqu'il habite en Grèce. Il est assez comique parce qu'il est souvent assis dans une pièce un peu obscure comme ça avec une cigarette électronique et diffuse de la fumée. Il me fait un peu penser à la chenille dans Alice au Pays des Merveilles. À sa manière d'intervenir de manière assez virulente, mais c'est assez sympa. Ils sont sur Twitch et sur YouTube. Donc sur YouTube, voilà, vous avez la possibilité de voir toutes les vidéos, de voir les émissions en live. Vous pouvez les voir aussi facilement sur Twitch. Donc vous avez l'accueil ici. Vous avez les différentes vidéos qui sont encore sur Twitch et vous avez le programme. Avec notamment le samedi, c'est généralement le samedi à 22 h que vous avez l'émission principale. Parfois, il y a une émission intermédiaire. Là, il y en avait une mercredi qui était très intéressante sur la politique et sur les sondages et sur les résultats de politique et sur les prévisions. Comme j'enregistre le samedi vers 20 h, c'est ce soir à 22 h qu'il y aura, quand je publierai cette revue de presse, ce sera déjà passé. Donc, il y aura une contre-soirée de la maison Miladiou. Donc, je crois que c'est le nom du restaurant de Ludo. Où ça discute politique et ça rigole autour de la politique, c'est vraiment très gai. Voilà, il y a aussi moyen d'intervenir via le chat et ils s'amusent bien d'ailleurs avec le chat, ils aiment bien discuter avec le chat. Voilà, comme ils sont 4, il y en a toujours l'un ou l'autre qui le voit, d'autant que je crois qu'ils ont quelqu'un qui fait la régie. Alors parfois le son est pas terrible, parfois même ils ont des problèmes de connexion. Ici c'est en participation libre, donc vous n'êtes pas obligé de payer, mais vous pouvez les soutenir et d'ailleurs je vous invite à le faire. Parce que c'est vraiment chouette et ça leur permettrait d'améliorer leur émission. Et ça vaut la peine. Ils apportent un plus, je trouve. Voilà. Théoriquement, le 28 juin prochain, peut-être le lendemain, le 29, je diffuserai une deuxième revue de presse. Alors, il y aura encore le Monde Diplo. Il y aura encore une bonne nouvelle. Il y aura cette fois un commentaire sud-américain. Je vais essayer de faire le tour du monde à chaque revue de presse. Aujourd'hui, c'était un commentaire nord-américain. La semaine prochaine, c'est un commentaire sud-américain. Puis on passera en Afrique. On ira probablement en Asie, que je connais moins bien. Mais j'ai un copain qui pourra peut-être m'aider. Je vais vous présenter aussi un bon article général. Et je vous présenterai aussi le site d'information Basta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.